Bienvenue dans les coulisses des Voix de la Saint-Barthélemy. Je suis Jérémy Kleiss, responsable du pôle podcast de Regard Protestant, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette discussion avec l'équipe de production après cet épisode où l'on s'est retrouvé plongé dans le massacre. Je suis aujourd'hui avec Franck Martin qui a assuré la prise de son de la narration, le sound design et le mixage de la série. Bonjour Franck. Bonjour Jérémy. Et avec Antoine Gouritin, réalisateur et coordinateur du projet. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Franck, pour commencer, peux-tu te présenter et nous donner une idée de ce sur quoi tu travailles la plupart du temps ? Alors, je m'appelle Franck Martin, donc je suis ingénieur du son. Je travaille et en studio, plutôt musique, mais également podcast, post-production. Je suis également des groupes en live dans le spectacle vivant. J'ai un label aussi où je produis plutôt du modern jazz ou de la post-folk, dans des univers assez créatifs, de recherche sonore, toujours avec les artistes. Alors mon label s'appelle 2001, on produit deux groupes en ce moment, ça s'appelle Namas, c'est un groupe de modern jazz, post-jazz on peut dire. Et Cat White qui elle fait de la pop folk, voilà. Antoine, comment as-tu connu Franck et pourquoi lui avoir proposé d'intégrer l'équipe des Voix de la Saint-Barthélemy ? On en parlait dans un des épisodes précédents avec Olivier. Moi, j'ai rencontré Franck via le Brûlant de Noël du Sur-le-Sceau, ça s'appelait, le podcast sur le grand incendie de Rennes de 1720. Donc Olivier l'avait écrit et c'est toi, Franck, qui avait mis en son. En faisant à peu près, on va y venir après, mais un petit peu à peu près le même rôle que sur ce projet-là. Le feu ? Partout ? La rue est en flammes, au moins 3 ou 4 maisons brûlent. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Au feu ! Calme-toi ! Habille-toi vite et va réveiller les enfants. Il faut partir. Et nos affaires ? Notre maison ? Les meubles ? Les réserves de nourriture ? Il faut tout emporter ! Pas le temps. Prépare une malle, prends ses papiers. Va chez ta sœur avec les enfants. Vous y serez en sécurité. Et toi, que vas-tu faire ? Je prends nos économies et je file prévenir Guillaume. Parce que tu nous as parlé de musique, mais je crois que tu as bossé pas mal dans une autre vie, d'autres vies professionnelles. Tu as beaucoup travaillé sur des mises en son un peu dans ce style-là, fiction, documentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, ça c'était surtout au Canada. J'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait Pimiento. Là, il s'agissait plus de faire du sound design pour des documentaires, sound design, un petit peu de musique, etc. De beaucoup d'habillage sonore pour des docus, c'est genre 52 minutes, 26 minutes typiquement, voilà. Donc c'est pour ça moi que je suis venu te chercher. Aussi, j'avais dit dans un des épisodes précédents, il y a pas mal de choses que j'aurais avec moins de moyens ou autres que j'aurais pu faire. Évidemment, quand j'ai su qu'on avait les moyens de proposer à Franck d'intervenir, évidemment, je préférais l'avoir. Un vrai pro plutôt que le bricolage que j'aurais pu faire. Et en plus, je crois que c'est des choses que tu fais moins ces derniers temps, donc ça te plaisait aussi d'intervenir là-dessus, je crois. Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu donc les collaborations avec Olivier et avec Caraval, qui m'a remis le pied à l'étrier, parce que je travaillais pas mal là-dedans au Canada. Et donc, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier dans le sound design, que j'adore, le montage audio, l'enregistrement d'ambiance, créer des univers sonores immersifs, qui colle complètement aux narrations, aux ambiances, à l'écriture. Donc ça, c'est absolument passionnant, donc de créer tous ces univers sonores. Franck, tu as donc assuré la partie technique du projet. Raconte-nous comment tu es intervenu. Alors, il y a déjà toute la partie narration qui a été enregistrée ici, avec Jérémy Fouad, donc, qui a assuré la narration et l'écriture. Et donc, il y a toute une partie d'enregistrement de cette voix off, dite off. Ensuite, il y a une grosse partie de nettoyage, d'aller prendre un petit peu les meilleures prises, etc., etc. Ensuite, c'est un petit peu le montage final, donc coller la musique à ça, la faire vivre, selon le texte, selon les ambiances. Après, il faut coller les ambiances, rajouter des occurrences, des sons qui arrivent comme ça, qui collent à la narration. Donc vraiment créer l'espace sonore complet. Alors ça, je joue beaucoup entre la musique et les ambiances en général, et la narration qui, elle, réclame un peu de musique et un peu d'ambiance, elle aussi, à certains moments, ou pas. Il y a eu un gros morceau de nettoyage de la narration, comme tu disais. Après, le gros morceau, ça a été l'assemblage. Finalement, c'est un peu ça. Là, j'avais un peu le tireur d'or de la série, pour reprendre les termes du projet. C'était prendre un peu ce que tout le monde avait fait et puis les mettre ensemble. Moi, je me souviens que ça a été un petit peu le stress avant de venir et qu'on commence ça ensemble. Je savais que tout était bien, en tout cas comme on l'attendait, mais il y a ce petit moment où on commence le montage et où on voit les morceaux du puzzle qui commencent à s'assembler et on a dit ok, bon, c'est bon, ça a l'air de marcher.
T'as tout découvert un petit peu au dernier moment, au moment de l'assemblage, à part la narration évidemment. Alors oui, il y avait tout était écrit, bien sûr. Donc effectivement, on se retrouve avec des bouts de musique, avec du sound design, etc. Je vois à peu près, mais il faut tout créer. Les dialogues, etc. La musique qu'il faut rééditer aussi, la faire coller, recouper de temps en temps, etc. Mais le château se développe de manière assez linéaire selon le texte. On commence par le début et puis petit à petit, et évidemment après la réécoute, on va peut-être travailler un passage un peu plus, peut-être un peu moins, peut-être que la musique est moins adaptée là, ou le sound design n'est pas assez présent ou trop présent. Et c'est tout ce travail donc de mixage, mais de sound design en même temps tout le montage. Je considère que c'est aussi du sound design et aussi du mixage, parce que intégrer tout ça, c'est déjà du mixage en fait. On mixe quand on monte. Antoine, on l'a bien entendu dans cet épisode, il ne s'agit pas d'une reconstitution. Non, évidemment, il ne s'agit pas d'une reconstitution. On en a parlé déjà dans les épisodes précédents sur l'écriture, notamment des dialogues. On ne vise pas la reconstitution. Franck, tu peux peut-être en parler un petit peu. L'idée, évidemment, c'est pas de coller au plus près, de faire quelque chose qui, de toute façon, demanderait énormément de travail de recherche. Enfin, il y a des gens qui s'appellent des archéologues du paysage sonore qui font ça très bien. C'était pas du tout l'objet. Le but, c'est de raconter une histoire, de souligner avec la musique, les ambiances, etc., ce que l'auteur, Jérémy en l'occurrence, essaye de faire passer, certaines émotions, puis c'est une gestion... On avait prévu beaucoup plus, on peut peut-être le dire, moi en tout cas, j'avais prévu beaucoup plus de choses en ambiance, en voix, on a fait beaucoup de choses, notamment avec les acteurs à Paris, finalement qu'on n'a pas mis parce que, justement, tu le disais, la narration est assez dense et le but du jeu, c'est de réussir à faire vivre l'immersion, mais en même temps en laissant de la place à la narration. Enfin, ça a été surtout ça la grande question. Et c'est vrai que là, pour le coup, ton expérience, là, moi, j'ai fait confiance à tes oreilles beaucoup là-dessus. Oui, c'est ça. Il faut que l'immersion, elle paraisse assez réaliste en sound design et que la narration soit aussi lisible et compréhensible et des fois sur des longueurs ou même du sound design qui est trop présent. Enfin, ça captive trop l'oreille. Il faut vraiment garder le sujet sur l'écriture en fait tel que ça a été écrit. Et donc moi on vient juste appuyer de temps en temps et des fois ça sert à rien de surjouer en son des scènes. Quelques éléments en fait qui viennent chatouiller l'oreille mettent en immersion dans un contexte historique. Je pense que c'est assez clair. Quand on écoute un peu les épisodes, on se sent dans cette période-là, complètement. Évidemment, je ne suis pas archéologue du son, mais il y avait des calèches, il y avait des gens au marché, donc on a essayé de recréer un petit peu tout ça. Voilà. On en parlait dans un épisode précédent avec Emmanuel, c'était un peu la même chose sur la musique et puis sur les comédiens. L'objectif, donc, c'est vraiment d'avoir cette immersion et Emmanuel nous parlait des fictions radio qui finalement, moi j'ai l'impression, un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui où il faut faire des ambiances on en avait parlé d'ailleurs du son 3D, des choses compliquées, très réalistes. Nous on a voulu pas aller là-dedans aussi, justement, ce que disais, pour être dans quelque chose qui... Enfin, c'est pas ce qui est le plus réaliste, qui est le plus immersif. C'est ça, puis il faut vraiment que les auditeurs s'approprient aussi l'œuvre, et qui s'y complètement plongent et imaginent, travaillent leur imaginaire aussi avec ça. Évidemment, il y a une narration qui est présente, qui dicte tout ça, mais le travail de son tout autour doit laisser un peu de liberté à l'auditeur de s'imaginer un petit peu tous ces espaces sonores, tout en évidemment le dirigeant vers ça. Prenons un extrait du Massacre comme exemple. Franck, comment as-tu créé cet univers sonore ? Alors le Massacre, déjà il y a la narration de Jérémy, donc là on va faire un petit univers un peu inquiétant. Épisode 5. 100 fois ceux qui sonnent ont sonné. On sent qu'il y a de l'inquiétude et du stress qui monte. Et donc tout ça évidemment, quand on tend l'arc, il va falloir lancer la flèche et à un moment on va aller vers des sons plus percutants de massacre, hein. Donc de cris, d'horreur, de corps qui tombent, d'armes, etc., d'armes de l'époque, de bruit de foule, de désordre et de chaos en fait. Et tout ça pour me revenir ensuite à une narration qui reprend ça. Difficile dans ce tohu-bohu d'isoler le signal qui singularise entre tous le massacre de la Saint-Barthélemy. Approchons, plus près, tendons l'oreille. Tu parlais de lâcher la flèche, là, au moment où il y a une porte qui s'ouvre. Ah oui, il y a eu beaucoup de portes qui s'ouvraient d'ailleurs dans la série, on les a pas toutes ouvertes. Hein. Je pense que les auditeurs s'en seront rendus compte.
Allez, vous autres, venez, suivez-moi. Il y en a un qui réside juste là, à 2 pas, rue Saint-Germain. Nous sommes à vos ordres. Dites, et par le sang du Christ rédempteur versé sur la croix, nous agirons. Combien êtes-vous, miliciens ? 7, armés comme 30, courageux et dévoués. C'est ce qui m'intéressait aussi à te faire travailler sur le projet, c'est que sur cette scène du massacre, on sent, je sais pas si c'est ton oreille musicale, mais il y a un rythme qui est donné par la musique, tu le disais, mais aussi par la façon dont on a monté les sons, enfin toi surtout, les ambiances, tout ça, et en réécoutant, je m'étais pas rendu compte à l'écriture, et même pendant le montage, j'ai l'impression qu'il y a la scène du massacre, elle tient, c'est presque sur un dialogue entre le personnage de Croisier et la narration de Jérémy, qui donne un truc vraiment étonnant et intéressant, je trouve, même dans la façon de comprendre les choses. Et là, tu l'as travaillé vraiment, enfin, le rythme, je me souviens, en le réécoutant, on était presque dans le rythme, c'était important, et c'est ce qui fait que cette scène-là, vraiment, c'est le début de l'épisode, hein. C'est ce qui fait que cette scène-là marche bien, je trouve. C'est vrai qu'il y a un rythme un petit peu naturel, de toute façon, qui apparaît quand on monte, et j'essaie toujours de me placer à la place de l'auditeur. Et en fait, il y a des moments de tension, de calme, qui ensuite vont jusqu'à l'explosion. Et l'explosion ne peut pas durer des minutes et des minutes, sinon il y a une grosse lassitude, évidemment. Donc il faut savoir même rythmer à l'intérieur de ces explosions, de ce chaos, il faut rythmer ça. Donc il y a plusieurs moments à l'intérieur du chaos qu'on peut travailler. Et oui, c'est que de la tension, un peu résolution, c'est ce rythme-là en fait. Et la narration aussi qui est là pour ramener et repartir après là-dedans. Alors comment doser le spectaculaire et le respect du texte et des victimes ? Je pense toujours une question de direction artistique ou de profil personnel aussi. Moi, je pense que c'est pas la peine de trop en mettre. Il me semble qu'aller dans le trop sensationnel nuirait en fait à la crédibilité quelque part. On va pas faire, je ne critique pas les productions hollywoodiennes, mais on va peut-être un peu trop dans ça. Il me semble qu'on peut être un peu plus subtil sur la mise en son. Le texte est suffisamment subtil et bien écrit pour que la mise en son aussi soit à cette hauteur-là. Donc il faut que tout soit bien aligné en fait. C'est une question d'alignement entre tout ça. La musique est très bien composée, ça m'a permis des coupes, etc. Donc naturellement, ça se positionnait vers là. Au montage, c'est vrai qu'il y a une espèce de rythme qui apparaît. Et comme je dis, même en musique, avec les artistes avec qui je travaille, il faut jouer ce que la musique elle demande. À un moment, il y a le propre rythme de l'œuvre qui apparaît et faut le suivre en fait. Ouais, et puis on s'est retrouvés à certains moments, je trouvais ça toujours assez intéressant, avec un bout de narration qu'on était en train d'habiller, et puis la musique tout de suite était pile comme il fallait. Ces espèces de coups de chance ou de... Oui, il faut dire que la musique est très bien composée, donc elle permettait des coupes et elle permettait qu'on puisse... elle avait des mouvements qui permettaient des coupes, on pouvait la raccourcir, la rallonger, la ponctuer à certains passages. Et donc elle venait complètement ponctuer la narration ou des choses, c'était même assez bluffant, effectivement. Juste pour répondre sur la question juste avant et sur la question de direction artistique, sur l'histoire du spectaculaire, j'espère qu'on n'est pas allé trop loin. Après, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée forcément tout le long, parce que alors là on a la chance d'avoir le texte de Jérémy, on n'est pas en train de faire n'importe quoi avec des personnages, il y a toujours la distance à mettre. Après, c'est vrai que c'est une discussion que j'ai eu pas mal avec Jérémy aussi, un petit peu surtout en allant même jusqu'au visuel, le visuel de la série, pareil. Je crois qu'il y a une exécution qu'on entend sur le pas d'une porte dans cet épisode-là. On entend des choses qui suggèrent, sinon. On entend des corps qui sont lancés dans la scène, des choses comme ça, dans le prochain épisode aussi. L'objectif, c'était pas d'entendre des épées, des coups de canon, des choses qui... Enfin, voilà, on n'était pas là-dedans. J'espère que c'est réussi, en tout cas, ouais, c'était l'objectif. Merci à tous les deux pour ces éclairages. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer les stratégies de survie en guerre civile, après l'écoute du prochain épisode des Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant.